Bonjour à tous. On est mardi 14 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère John Helmer est avec nous. Bienvenue parmi nous, John. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'être de retour. Oui, laisse-moi juste ajuster ton micro. Voilà. Je monte un peu le volume. John, je voudrais commencer par la situation au Moyen-Orient, parce que c'est lié à ce dont je veux parler ensuite. Le premier point, c'est ce que tu as écrit sur ton site, ton dernier article, qui est important pour comprendre la guerre en Ukraine. Mais si on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, Donald Trump est de retour, le blocus est de retour, la guerre est de retour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la Russie et pour le conflit en cours en Ukraine? Eh bien, il n'y a pas de discussion publique directe sur le résultat, sur la situation actuelle, ni sur ce que cela signifie pour la Russie. Ce qu'on observe du côté russe, ce sont plusieurs signes d'une intensification de l'aide russe à l'Iran. Par exemple, la finalisation d'un accord pour commencer à construire et à développer la capacité ferroviaire, entre l'Iran et la Russie et l'Iran, afin d'augmenter la capacité de transport maritime. L'objectif, c'est de permettre à la Russie de faire ce qu'elle estime nécessaire pour montrer que sur le dossier iranien, elle s'oppose aux États-Unis qui cherchent à intensifier la guerre contre son allié. Voilà, il y a quelques signes en ce sens. D'un autre côté, il n'y a aucun, mais alors aucun signe, je répète, aucun, que la direction russe, c'est-à-dire principalement le président Poutine, soit prête à prendre les décisions qui s'imposeraient une fois qu'on admet, comme le fait la partie iranienne, qu'il est impossible de négocier avec l'administration Trump. Pourquoi est-ce que je dis ça, sachant que certains commentateurs sur notre fil trouvent agaçant que je répète des mots pour insister? Eh bien, ces dernières heures, le véritable porte-parole de Poutine pour les États-Unis, Kirill Dmitriev, a tweeté comme à son habitude. Et ce qu'il a fait ces dernières heures, c'est annoncer qu'il se trouvait à Baïkonour, le site de lancement spatial russe, pour célébrer le départ d'une équipe spatiale conjointe américano-russe qui vient tout juste de s'envoler dans l'espace. Et il veut en faire un symbole, une célébration, comme un exemple de coopération et de collaboration entre les États-Unis et la Russie, comme s'il n'y avait pas de guerre en cours, comme si les États-Unis n'étaient pas en train d'intensifier le conflit avec autant de puissance que celle qui met la fusée en orbite. Pendant ce temps, il y a des attaques dans le Golfe Persique, contre l'Iran et contre la Russie, sur tous les fronts, terrestres, maritimes, à l'intérieur du pays, et ainsi de suite. Donc en gros, on a une série de déclarations complètement aveugles de la part de Dmitriev qui dit « Les États-Unis travaillent avec nous collaborons avec eux, nous avons des partenariats précieux à préserver », comme s'il n'y avait pas de guerre. C'est le signe d'une cécité totale de la part de Dmitriev. Et c'est une tentative d'influencer Poutine pour qu'il continue à limiter la manière dont la Russie interprète le comportement des États-Unis. Avec des signes comme celui-là, et en plus du fait que Dmitriev continue de rejeter la faute sur les Européens pour l'escalade en Ukraine, comme si les États-Unis n'y participaient pas. Ce n'est pas l'opinion publique en Russie. Ce n'est pas non plus la position de l'état-major. Ce n'est pas l'évaluation des services de renseignement. Donc, pour répondre rapidement à votre question, il y a aujourd'hui des points de vue profondément divisés, parce que l'enjeu est très sérieux. Ce qui est en jeu, c'est que, pour que la partie russe puisse reprendre le contrôle de l'escalade dans la guerre contre l'Ukraine, les États-Unis et les alliés de l'OTAN, Poutine doit agir autrement. Et on va y venir dans un instant. Oui,
John, on avait, tu sais, je ne sais pas si on peut dire le plus grand partisan de la guerre en Ukraine aux États-Unis. C'était Lindsey Graham. Il est décédé à cause de ce qui s'est passé. Comme tu l'as mentionné sur ton site, tu as écrit un article à ce sujet. Et c'était tellement étrange, cette rupture. Tu vois, c'est impossible. C'est impossible qu'un truc comme ça se produise à l'intérieur du corps. C'est quelque chose de tellement difficile à rompre. Mais après tout, quand on regarde Lindsey Graham et le soutien qu'il apporte, on a l'impression que Donald Trump va appuyer la résolution bipartisane adoptée aux États-Unis pour soutenir la guerre en Ukraine. Il a dit qu'il allait la soutenir. Ça veut dire qu'ils vont revenir en arrière, qu'ils vont envoyer tout ce qu'ils peuvent. Et Donald Trump, d'une certaine manière, ne semble pas ressentir beaucoup d'impact venant de l'Ukraine. Alors, pensez-vous que la mort de Lindsey Graham pourrait, d'une façon ou d'une autre, influencer le champ de bataille, ou bien modifier les calculs du côté de l'administration Trump, ou encore du lobby ukrainien aux États-Unis, dont on sait qu'il est très influent là-bas? La réponse courte, c'est non. Vous commencez par évoquer la rupture de l'aorte comme cause du décès de Lindsey Graham. C'est une forme courante de crise cardiaque. Elle tue très vite. Les statistiques montrent que quand l'aorte se rompt de cette façon, on meurt d'une hémorragie interne en quelques minutes. Et il est presque impossible de sauver la personne, sauf si elle est déjà à l'hôpital et qu'une chirurgie à cœur ouvert peut être pratiquée. Je n'ai aucun doute là-dessus, et je n'ai vu aucun commentaire sérieux en Russie qui donne le moindre crédit aux rumeurs selon lesquelles il y aurait une trace russe derrière la mort de Graham. Non, il n'y en avait pas. Une rupture de l'aorte, c'est une forme courante de crise cardiaque, et c'est souvent mortel, de façon évidente. Ça l'a été dans son cas. Mais le fait qu'il disparaisse ne change rien au consensus entre les deux partis, ni entre la base MAGA du Parti républicain et, disons, la faction Vance du même parti, sur la volonté d'intensifier la guerre contre la Russie. Le problème, sur le plan technique et tactique, c'est que sans Graham, il manque une voix républicaine au Sénat, une voix qui sera vite remplacée. Je ne suis pas sûr, parce que c'est sa sœur qui va le remplacer. Je ne suis pas un spécialiste de la politique en Caroline du Sud, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Le problème est un peu différent. La vraie question, c'est de savoir si sans Graham à la tête de la commission du budget du Sénat, il y aura une rupture du consensus qu'il arrive à construire autour du financement des demandes d'augmentation de crédit de Trump, à la fois pour la guerre en Iran et pour la guerre contre la Russie. Je ne vois pas que le départ de Graham change grand-chose, à part écarter un défenseur bruyant de ce que l'administration Trump a déjà décidé. Ce que ça affaiblit peut-être, sur le plan rhétorique dans les médias, c'est la distinction entre ceux qui, au sein de l'administration Trump, sont les plus enclins à intensifier la guerre, menée par Stephen Miller, le directeur adjoint de cabinet, soutenu par Rubio, le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale, entre autres. Et cette faction, on a déjà parlé de cette division interne à la Maison-Blanche. Mais avec Vance, le vice-président, certains généraux et d'autres encore, il y a ceux qui veulent trouver des compromis pacifiques pour préserver le consensus politique intérieur. Ce consensus soutient non seulement Trump et les républicains aux élections de mi-mandat, mais aussi la succession de Trump, que Vance cherche évidemment à s'approprier et qu'il continue à dominer, même face à l'héritier dynastique Donald Trump Jr. Donc écarter Graham, c'est retirer une voix bruyante, agressive, mais ça ne change pas la politique de fond, ça ne change pas les votes, et ça ne change pas le consensus essentiel partagé avec les démocrates pour intensifier la confrontation avec l'Iran et avec la Russie.
Le projet de loi sur les sanctions, qui va maintenant bénéficier d'un soutien accéléré, présenté comme un mémorial à Lindsey Graham, impose des droits de douane punitifs de 400% et la rupture totale du commerce avec des pays comme l'Inde, la Chine et la Turquie. Ce sont eux qui doivent être les principales cibles du nouveau texte, s'ils commercent avec la Russie d'une manière ou d'une autre. Donc, ce projet de loi durcit la guerre en mer. Il renforce la guerre contre tout le commerce russe et tout le commerce iranien. C'est exactement ce qu'il fait. Et il donne au président plus de marge de manœuvre pour négocier ses sanctions secondaires, comme il le fait déjà, en particulier avec l'Inde. Il ne les a pas encore utilisés contre la Turquie ou la Chine, au même niveau qu'il les a utilisés contre l'Inde. Mais cela rend aussi plus difficile pour le président d'exercer sa marge de manœuvre, comme le pensent des gens comme Kirill Dmitriev, c'est-à-dire lever certaines sanctions contre la Russie à sa discrétion. Donc, ce projet de loi sur les sanctions limiterait la liberté de Trump pour accorder un allègement des sanctions, que ce soit envers la Russie ou envers l'Iran. Et on voit déjà que c'est ce qui s'est passé. Les personnes du côté russe qui croyaient à la flexibilité de Trump ont été déçues. La dérogation sur les sanctions pétrolières secondaires contre la Russie, n'a pas été prolongée. La dérogation pour l'Iran a été supprimée. Donc, avant la mort de Graham, on voyait déjà les premiers signes d'une escalade dans la guerre des sanctions. Une aorte rompue en moins ne change rien aux politiques de l'Empire américain, y compris dans le durcissement de ses relations avec les pays qu'il protège. L'Empire augmente le prix qu'il fait payer à ceux qu'il protège pour financer le coût de la guerre américaine. Et ce financement, alors que les États-Unis intensifient leurs actions, devient un coût croissant qui est transféré à leurs alliés. Sans Graham, rien ne change. John, quelle est la perception du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, concernant les attaques ukrainiennes contre la Russie? Et toi, comment l'as-tu trouvé? Merci de l'avoir mentionné. Nima, c'est une déclaration très sérieuse. Je vais simplement baisser les yeux et la lire. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est actuellement en tournée en Afrique. Voici ce qu'il a déclaré il y a quelques heures à propos de l'escalade de la guerre des drones ukrainiens dirigés par les États-Unis, notamment grâce aux satellites et aux drones opérant dans l'espace aérien de la mer Noire. Cette escalade a entraîné un nombre impressionnant d'attaques de drones ukrainiens contre des navires russes en mer d'Azov. Ce à quoi Lavrov réagit, c'est ceci. Il vient de dire que ce que fait le régime ukrainien, ce n'est même pas de la piraterie. Au moins, dit Lavrov, les pirates, eux, volent et prennent la cargaison pour eux. Mais ici, le but, c'est simplement de causer des dégâts, d'intimider. Du pur terrorisme, selon Lavrov, qui se manifeste non seulement en mer d'Azov et en mer Noire d'ailleurs, mais aussi sur le continent africain. Maintenant, si vous dites ça, et que vous continuez à affirmer que la guerre, que le camp ukrainien, plus les États-Unis, plus les Européens et les alliés de l'OTAN, c'est du pur terrorisme, alors vous passez à côté d'un point stratégique fondamental. Vous essayez de dire que c'est un objectif du régime ukrainien. Mais ce n'est pas un objectif limité aux Ukrainiens. C'est un objectif de l'Empire américain. C'est l'objectif des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. C'est la guerre en mer, la guerre dans l'arrière-pays russe. La guerre sur la mer d'Azov s'accompagne d'une guerre contre les cargaisons russes qui circulent dans la mer Baltique, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. C'est la guerre. Et si c'est bien une guerre, pas du terrorisme, alors la réponse doit être que la Russie reprenne le contrôle
de l'escalade sur les champs de bataille. Tous les champs de bataille, sur tous les fronts. Décrire l'escalade de la guerre des pétroliers comme du simple terrorisme, c'est une erreur stratégique fondamentale. Mais ce n'est pas une erreur, puisque l'état-major dit le contraire. Les services de renseignement, eux aussi, disent le contraire. Intelligence agencies' assessments say otherwise. Public opinion says otherwise. So, l'opinion publique dit le contraire. Donc, la réponse au terrorisme pur, ce n'est pas ce que le président Poutine a déclaré hier. J'y reviendrai dans un instant. Ce qu'il faudrait, c'est une escalade sur tous les fronts. Mais le président Poutine, et maintenant le ministre des Affaires étrangères qui reprend ces mots, refuse de le faire. Je vais vous donner un exemple très simple. Oleg Tsarov, une figure de l'opposition ukrainienne, un porte-parole très clairvoyant du bon sens et de ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique experte à Moscou, écrit chaque jour sur Telegram. Je recommande d'ailleurs aux auditeurs d'y jeter un œil. Tsarov, ça s'écrit T-S-A-R-E-V. Il écrit toujours en russe, mais c'est très facile à lire en anglais grâce à une traduction automatique. An automatic English translation machine. He said a few hours ago. Il a dit, il y a quelques heures, qu'on pouvait, très calmement, fermer le ciel aux drones et aux avions américains et britanniques au-dessus de la mer Noire, pour qu'ils ne partagent plus leurs données avec l'Ukraine. Mais on ne le fait pas. Pour ça, tout est prêt. Il ne manque qu'une décision politique. Ce que Tsarov dit ici, avec toute la politesse et la courtoisie possible, dans un langage politique, c'est que cela dépend directement d'une décision du président Poutine lui-même. Autrement dit, si on veut répondre à cette escalade de la guerre dont vous venez de parler, on ne le fait pas en qualifiant les actions de l'Ukraine de terrorisme. On s'en prend aux méthodes utilisées par ces attaquants, y compris à toutes les formes de guidage qui circulent dans l'espace aérien de la mer Noire. Every form of guidance flying in Black Sea airspace. But as we know, President Putin refuses to... Mais comme nous le savons, le président Poutine refuse d'autoriser l'armée de l'air russe à abattre ne serait-ce que des drones. Une position que ni les Iraniens, ni les Houthis au Yémen n'ont adoptée. Eux n'ont pas qualifié leurs attaques de terrorisme pur. Ils les ont présentées comme des actes de guerre. Mais voici ce que le président Poutine a déclaré hier lors d'un meeting électoral. Je cite, laissez-moi regarder mes notes pour lire exactement ces mots. « La victoire sera sans aucun doute la nôtre », a dit le président. « Nos gars, nos combattants avancent. » Il parlait de la guerre terrestre. Et en effet, les forces russes progressent vers l'ouest. Voici la citation clé. Citation. Here's the key quote. Quotes. Our responses will always be mirrored. Wherever they try to strike at the territory of Russia, we will respond in a mirror, several times more powerfully. The enemy will feel it. He already feels it. I hope he feels it, and he will feel it several times more. J'espère qu'il le ressent déjà et qu'il le ressentira encore plusieurs fois plus fortement. En d'autres termes, le président Poutine réaffirme, malgré toutes les tentatives de persuasion menées à huis clos ces derniers jours, que la réponse russe à ces attaques sera un reflet exact, symétrique, coup pour coup. Il faut le croire. Et cela ne traduit pas une erreur stratégique fondamentale. Le président Poutine entend bien la plainte d'Ali Tsarov. Il refuse simplement d'adopter cette position. En refusant cette escalade et en ne traitant pas l'autre camp comme une alliance en guerre, il encourage en réalité davantage d'escalade. Donc quand le président Poutine dit que l'ennemi va le sentir, il le sent déjà, je l'espère, et il va maintenant le sentir plusieurs fois plus fortement. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Comme on l'a déjà dit ici, et comme la plupart de nos collègues le répètent dans ton émission, Nima, ce que ressent le peuple ukrainien n'a aucune importance dans la guerre que mène l'Empire américain contre la Russie. Poutine lui-même a reconnu que c'était une guerre menée jusqu'au dernier Ukrainien. Et quand il n'y aura plus d'Ukrainiens qu'on puisse enrôler de force pour se battre sur le front, la France se retirera vers l'ouest.
Mais ce qui restera, c'est une plateforme de guerre, une base de tir sur le territoire ukrainien utilisée par les Alliés contre la Russie, pour toujours s'il le faut. Donc, peu importe ce que ressentent les Ukrainiens. C'est une erreur de croire le contraire. Ce qui compte, c'est ce que ressentent les États-Unis. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez expliqué qu'en lien avec la disparition de Graham, disparition dont personne ne se plaint, l'électeur américain qui va bientôt voter et exprimer ce sentiment à travers ses sénateurs et ses représentants ne ressent pas la douleur de la guerre en Europe. En réalité, le président Trump pourrait même le convaincre qu'il rapporte plus d'argent que jamais, surtout si on compare avec l'administration Biden grâce aux achats européens d'armes américaines. Le complexe militaro-industriel s'enrichit. Les banques américaines, à New York, viennent d'annoncer des bénéfices trimestriels records liés aux guerres. Dire que les États-Unis sont en train de perdre la guerre, ce n'est certainement pas une inquiétude du côté des banques américaines. Ce n'est pas une inquiétude du complexe militaro-industriel américain. Et les électeurs américains, eux, ne ressentent pas la douleur. Donc, ils peuvent continuer à financer, continuer à ignorer la guerre en Europe. Si cela doit être une occasion, pour la partie russe, de revoir sa perception selon laquelle elle fait face à du pur terrorisme, c'est aussi une occasion de se demander qu'est-ce que la Russie peut faire, que fait déjà l'Iran, pour faire ressentir cette douleur aux électeurs américains. Pour leur rappeler que ces guerres qu'ils financent, ces guerres pour lesquelles ils votent en soutenant les candidats de Trump qui veulent les intensifier, eh bien, ces guerres leur coûtent. Ils devraient donc y réfléchir à 2 fois avant de continuer à les financer. Ce sont là des questions politiques et stratégiques fondamentales que la partie russe refuse de discuter publiquement. John, pour être clair, tu dis que la Russie, ou plutôt le gouvernement russe, les responsables politiques, ou Vladimir Poutine lui-même, ne laissent pas l'armée russe abattre les drones qui viennent d'Ukraine. Tu veux dire ces drones qui viennent d'Ukraine, des États-Unis, des Européens, peu importe qui les envoie. Tu parles de la mer Noire, pas des drones que les Ukrainiens envoient au cœur du territoire russe. Eh bien, je parle des 2. Disons simplement qu'on parle de reconnaissance. Oui, on parle de toutes les formes de reconnaissance qui permettent et guident les attaques de drones ukrainiens, que ce soit les attaques de drones. Je considère la mer d'Azov comme un arrière-pays de la Russie, et c'est bien le cas. On parle de l'arrière-pays qui s'étend jusqu'à la raffinerie d'Omsk à l'est. Nous avons une déclaration claire du côté ukrainien, du côté américain et de feu Lindsey Graham. L'objectif de la guerre, c'est de détruire la capacité de la Russie à produire et à commercer. C'est un objectif de guerre fondamental. Ce n'est pas du terrorisme. Sans minimiser ce que le mot terrorisme signifie, c'est un objectif de guerre essentiel. Détruire la base économique de la Russie. Et cela nécessite du renseignement satellitaire américain. Cela demande aussi du renseignement américain et de l'OTAN, britannique en particulier, de la surveillance et du guidage de drones. Parce que les mouvements des drones sont dirigés en temps réel grâce à des flux d'informations venant des sources américaines et de l'OTAN. D'autres sont plus compétents que moi pour expliquer comment ça fonctionne d'un point de vue militaire. Moi, j'en parle d'un point de vue politique. Quelles en sont les implications politiques? L'autre point, John, c'est qu'on entend de plus en plus d'Européens parler de produire des armes directement en Ukraine. Par exemple, la France, avec Macron, a dit qu'elle allait permettre à l'Ukraine de fabriquer sur place des armes conçues en France. C'est quelque chose de nouveau. On n'avait encore jamais vu ça. Et du côté russe, comment c'est perçu? Est-ce qu'ils vont s'en inquiéter? Ou bien vont-ils dire
Très bien que ces fabricants viennent en Ukraine et nous, on frappera leurs usines ou tout ce qu'ils essayent de construire là-bas. Quelle est la lecture, la perception de tout ça? Est-ce que c'est une nouvelle forme d'escalade? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour la Russie? Ou bien est-ce qu'au fond, ça ne les préoccupe pas tant que ça? Eh bien, ce n'est pas une nouveauté pour le GRU, le renseignement militaire russe. Ce n'en est pas une non plus pour le SVR, les services de renseignement civil russes. Ils savent très bien qu'il existe ces soi-disant accords de coproduction avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les pays baltes, et ainsi de suite. Ce genre d'annonce sert aussi à masquer le fait que la production de drones, quand elle est détruite par des frappes de missiles ou de drones russes, est déplacée hors d'Ukraine, là où c'est plus sûr. Donc, annoncer une coproduction avec la France sur le territoire ukrainien, c'est en réalité une façon de dissimuler une coproduction où les drones ukrainiens sont fabriqués sur le sol français, dans l'idée que la Russie n'attaquera pas ces usines. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a eu à la fois des menaces russes implicites et des menaces explicites. Le ministère russe de la Défense a publié une liste des principales usines de fabrication de drones destinées à la guerre contre la Russie, avec les numéros de rue en Allemagne, je crois aussi au Royaume-Uni. Et il pourrait ajouter des adresses dans les pays baltes, dans d'autres pays européens et en France. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. Absolument rien. Et ce qu'on a vu, et je regrette de devoir le redire, ce sont des tentatives de la part de porte-parole russes, comme Sergei Karaganov par exemple, pour suggérer que ce qu'il faudrait faire, ce sont de grandes attaques russes, tactiques, nucléaires ou non nucléaires, de type radiologique, qui devraient s'intensifier et détruire ces usines avant que les armes n'arrivent en Ukraine. C'est trop de paroles, trop de lignes rouges, trop de menaces sans action. L'adversaire n'y croit pas, donc ça n'a aucune valeur dissuasive, et ça continue à ne pas en avoir. Pourquoi? Parce qu'il reste une option que le président Poutine n'a pas encore utilisée. Dans le miroir, ce miroir magique qu'il pense appliquer à cette guerre, il n'a pas attaqué les points de distribution, ni la logistique de livraison des drones. C'est possible, mais la Russie ne l'a pas encore tenté. Elle pourrait pourtant couper complètement l'Ukraine, de la Pologne, de Rzeszów, ce grand centre de l'OTAN par lequel passent les composants de drones, les pièces détachées, le personnel, les équipes de l'OTAN, les responsables politiques qui rendent visite à Zelensky et tout le reste qui entre en Ukraine. Ils passent par le rail, ils passent par la route, certains se cachent, d'autres circulent à découvert. Ces liaisons logistiques, ces corridors n'ont pas été détruits. Couper l'Ukraine de l'OTAN, c'est une option qui n'a pas encore fonctionné, ou plutôt qui n'a pas encore été tentée. La campagne dite électrique, pour priver le pays d'électricité, laisse toujours les lumières allumées à Lviv, les lumières allumées à Kiev. On voit bien que la lumière reste allumée. Cette campagne a échoué sur ordre du commandant suprême. Alors, la menace d'attaquer l'OTAN est vide parce qu'elle n'est pas crédible. Et elle n'est pas crédible parce que les options précédentes n'ont pas été mises en œuvre. Ce dont nous parlons ici, ce sont donc des options. Ce serait très bien si tous ces podcasteurs qui ont des compétences militaires et qui expliquent comment la guerre est menée mettaient clairement sur la table ce qu'ils comprennent, avec leur expertise, bien plus solide que la mienne, des options militaires que la Russie n'a pas encore utilisées, qu'elle n'a pas tentées, et qu'ils expliquent la logique politique russe derrière ce refus de les employer. Pour l'instant, je vois plusieurs auteurs sur Substack qui se présentent comme ayant et sans doute ont une certaine expérience militaire américaine
et qui appliquent cette expérience à la Russie, comme s'ils étaient soudain devenus des experts de la politique russe. Et maintenant, ils expliquent pourquoi, selon eux, la Russie résiste à cette escalade. Eh bien, il essaye de résister, mais pas avec des déclarations comme le miroir magique du président Poutine, ni avec cette croyance dans le terrorisme pur du côté du ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est insuffisant. Et dans la mesure où c'est insuffisant, dans la mesure où des gens comme Sarov, mais Sarov ne fait que dire publiquement, de manière polie, ce qui se dit bien plus violemment à huis clos. Ce ne sont pas des options que le président Poutine est en train d'essayer, de prendre, d'adopter ou de décider. Mes sources me disent depuis au moins une semaine qu'une décision sur ce qu'ils appellent le jour E, le jour de l'escalade, une transformation majeure de l'attitude russe sur les plans stratégiques, opérationnels et tactiques est sur le point d'être prise par le président Poutine. C'est le message que je reçois depuis un moment. Est-ce que ce n'est qu'un vœu pieux? On en a beaucoup des vœux pieux en ce moment de ce côté du conflit. Dans les podcasts, les espoirs et les illusions s'additionnent pour donner, comment le président Trump appelle-t-il ça déjà? De l'opium. Alors, si c'est bien de l'opium, pas seulement quand le président Trump en accuse d'autres dans le processus politique américain, mais si l'opium est aussi une drogue addictive du côté russe, eh bien, voilà où nous en sommes. Il est donc temps d'arrêter de parler avec autant de naïveté. Disons plutôt, quelles sont les options et pourquoi le président Poutine ne les adopte-t-il pas? On peut parler de la dimension politique et des raisons pour lesquelles il ne doit pas y avoir à l'approche de l'élection, une mobilisation militaire massive et une avancée sur le terrain. Ce serait coûteux, ça augmenterait les pertes, sans bénéfice réel en retour, parce que ça ne mettrait pas fin à la guerre des drones. Nous sommes dans une élection où du côté russe, les pertes humaines et l'inflation sapent la confiance du pays. Hier, enfin, dans les dernières heures, pas tout à fait hier, le président Poutine a désavoué la gouverneure de la Banque centrale en disant à un président régional que le taux d'intérêt devait baisser. Il a qualifié ça de naturel. Oui, c'est naturel, mais c'est trop tard. La Russie est déjà en récession. Et ce n'est pas au président de regagner la confiance de ses électeurs. Les électeurs russes, nous tous, devons retrouver confiance dans le fait que le président a perdu confiance en la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, et qu'il ne doit pas faire de remarques ironiques ou de recommandations implicites pour baisser les taux d'intérêt, alors qu'elle disait encore il y a quelques jours que les taux allaient augmenter, parce que la guerre des drones rend le pétrole plus cher. Autrement dit, il doit agir d'une manière qu'il n'a jamais adoptée et qu'il n'a jamais voulu adopter jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'il essaye de maintenir une coalition politique à l'intérieur du pays, ce qui fait partie du jeu politique russe. Mais on ne peut pas garder cette coalition unie pendant que l'autre camp, mené par les États-Unis, intensifie la pression, en sachant à quel point vous pouvez être vulnérable et en exploitant cette faiblesse. Voilà où nous en sommes. Pas de faux espoirs là-dedans. Hier, Donald Trump a dit que le protocole d'accord était un test, qu'il mettait les Iraniens à l'épreuve et que l'Iran violait tout ce qui était prévu dans ce protocole. C'est pour ça qu'il revient à la charge, qu'il met en place le blocus et la guerre et qu'il compte compenser les dépenses liées à cette guerre grâce aux investissements des pays du Conseil de coopération du Golfe. Il a expliqué qu'il allait imposer un péage de 20% dans le détroit d'Ormuz. Puis il a ajouté « Non, pas aujourd'hui ». Il a dit qu'il n'allait pas le faire. Mais ils vont investir aux États-Unis en quelque sorte, comme une compensation pour ce qui se passe dans le détroit. Et ça, c'est du côté iranien. De l'autre côté, on voit la rencontre d'Anchorage, en Alaska, entre les États-Unis et la Russie.
Le résultat de ces deux séries de négociations, si on peut les appeler ainsi, c'est une impasse totale et désastreuse pour l'Iran et pour la Russie. Il n'y a aucun moyen de négocier avec cette administration parce qu'ils disent une chose et dès qu'ils sortent de la réunion, ils changent d'avis et disent tout autre chose. Exactement. Tu as tout à fait raison, Nima. C'est très important de souligner ce point commun. La Russie fait face à un ennemi déterminé, décidé à la détruire, une guerre permanente contre la Russie. L'Iran, lui aussi, fait face à cette même guerre permanente, dirigée contre l'Iran, avec pour but de le détruire, de le morceler. Voilà, c'est ça que l'autre camp cherche à faire. Ce sont ses objectifs stratégiques. On peut débattre du degré auquel la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran est influencée par Israël, encouragée ou dirigée par Israël. Mais ce n'est pas ici qu'il faut en discuter. Ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue iranien, sur le front iranien comme sur le front ukrainien, l'ennemi, c'est la même coalition, avec le même objectif impérial, briser et détruire la souveraineté de ces pays, leur liberté d'action, leur liberté de construire leur propre avenir, et tout ce qui va avec. C'est une stratégie impériale de destruction contre la résistance. Ce n'est pas acceptable. Mais c'est la réalité. Maintenant, regardons à quel point l'Empire est diversifié dans la manière dont il mène ce combat. Par exemple, ces derniers jours, on a vu que la Turquie a accepté de retirer de son territoire ses systèmes de missiles antiaériens russes S-400, achetés entre 2017 et 2019 à la Russie. C'est une concession faite aux États-Unis pour obtenir les avions F-35 et d'autres avantages que la Turquie souhaite, notamment plus de liberté d'action en Syrie. Maintenant, si la Turquie, avec l'accord de la Russie, transfère ses S-400 à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis ou au Qatar, on ne sait pas encore exactement à qui ni où. Pourquoi la Russie autorise-t-elle un renforcement de la défense aérienne avec sa technologie de missiles du côté de pays hostiles à la conduite de la guerre contre l'Iran? Est-ce que la Russie a eu une discussion avec le président Pezeshkian et l'état-major iranien sur la possibilité que le système S-400 soit utilisé contre l'Iran? Alors, ce qu'on sait pour l'instant, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que l'Iran n'a pas tiré de missiles russes S-400 ni S-300 dans sa défense aérienne. Je peux me tromper là-dessus. S'il y a eu un tir, dites-le moi, s'il vous plaît. On sait que le S-400 est un système de défense aérienne très performant et qu'il a été utilisé par l'Inde avec efficacité contre des avions et des missiles pakistanais et chinois pendant la courte guerre entre l'Inde et le Pakistan l'an dernier. Mais où en est-on exactement concernant l'alliance entre la Russie et l'Iran face à l'escalade de l'administration Trump? Si la Turquie prend ses distances, si elle cherche à défendre ses propres intérêts régionaux liés à ceux de l'ancien empire ottoman, et qu'elle s'étend en Méditerranée le long de la côte syrienne, vers et même à l'intérieur du Liban. Si la Turquie utilise la guerre contre l'Iran et la guerre menée par les États-Unis contre la Russie en Europe pour avancer ses propres positions, tout en risquant des sanctions à la Graham pour son commerce avec la Russie. Alors, que fait la Turquie, au juste? Que font les États-Unis? Et est-ce que le président Poutine joue un rôle pour dissuader la Turquie de rejoindre l'autre camp? Et il ne s'agit pas seulement du transfert des S-400. Ma collègue Vanessa Beeley rapporte depuis le terrain à Beyrouth et à la frontière nord du Liban que la résistance du Hezbollah, alliée à l'Iran, fait face à deux types de menaces potentielles. La première, c'est la mobilisation, officiellement présentée comme syrienne, du régime de Gilani. En réalité, elle intègre des forces tchétchènes, turkmènes et ouïghours,
qui se font passer pour syriennes, mais sont en fait celles que je viens de décrire. Cette force serait utilisée comme une troupe expéditionnaire dirigée par les États-Unis et financée par le Qatar, avec pour objectif de détruire les arsenaux fortifiés du Hezbollah dans le nord-est du Liban. Voilà pour la première menace. La seconde, c'est la présence militaire turque qui ne cesse d'augmenter le long de la côte, autour des bases russes, la base navale de Tartus et la base aérienne de Khmeimim, près de Latakia. Est-ce qu'on assiste à une expansion turque? Le drapeau turc hissé, les forces turques déployées pour affirmer la souveraineté de la Turquie, pour contrôler la côte syrienne, pour peut-être retransformer cette région en province ottomane, comme avant la Première Guerre mondiale. Est-ce une tentative de dissuader Gilani? Ou bien une manœuvre pour affaiblir l'alliance entre l'Iran et le Hezbollah? C'est une situation politique très complexe. Je ne prétends pas être l'expert ici. J'essaye simplement de replacer tout ça dans son contexte, de situer ces nouveaux développements dans le cadre d'une escalade américaine sur tous les fronts. Une escalade qui pourrait sérieusement nuire, voire menacer certaines alliances ou, disons, certaines neutralités, notamment celle de la Turquie vis-à-vis des deux conflits. La Turquie, d'ailleurs, a été plus que neutre envers la Russie en refusant de se plier aux sanctions sur le commerce du pétrole et du gaz et face aux attaques ukrainiennes en mer Noire. La Turquie s'éloigne-t-elle de la Russie? Est-ce qu'elle cherche d'abord à faire la paix avec l'Empire américain, au détriment à la fois de la Russie et de l'Iran? Ce sont de nouvelles questions. Pourquoi nouvelles? En réalité, elles ont toujours été là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des faits nouveaux sur le terrain. Et encore une fois, on constate une certaine passivité à Moscou face à ces évolutions. Ou pire, on voit apparaître des accords tacites, comme par exemple la vente des S-400, qui fragilise la relation du président Poutine avec l'Iran. Or, quand on mène le type de guerre qu'on vient de décrire, qu'on l'appelle terrorisme pur ou guerre, on ne donne pas à son ennemi, à son adversaire, l'impression qu'on est peu fiable avec ses alliés, n'est-ce pas? John, vous avez mentionné le cas du F-35, et on sait que, comme vous l'avez dit, les États-Unis font pression sur la Turquie pour qu'elle vende ses S-400. Voici ce qu'a rapporté Middle East Eye. Ils disent que la Turquie va les vendre ou même les donner à la Russie, ou encore qu'elle aurait reçu une sorte de feu vert pour les vendre aux Émirats arabes unis. Oui. Alors, quelle est votre compréhension de tout ça? Est-ce qu'il y a, en Russie, une discussion sur le fait que ce soit une vraie solution à la situation actuelle en Turquie? Ou bien est-ce qu'ils doivent les rendre à la Russie ou à d'autres pays? Je ne sais pas. Mais la principale question, c'est qu'est-ce que cela signifie pour la coopération entre la Turquie et la Russie? Parce qu'après tout, on sait à quel point c'est important. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce nouveau hub. La Russie transformant la Turquie en un nouveau centre énergétique. C'est bien ça. Comment voyez-vous l'ensemble de cette situation autour du cas de la Turquie? La situation est devenue très instable. Le rapport de Middle East Eye que vous venez de mentionner désigne les Émirats arabes unis comme les principaux acteurs. D'autres rapports parlent de l'Arabie saoudite, d'autres encore du Qatar. Donc il n'y a aucune clarté. Du côté russe, si je ne me trompe pas, le porte-parole Peskov a déclaré qu'il refusait d'aller au-delà de la simple confirmation qu'il y a bien eu des discussions. Vous avez demandé, est-ce qu'il y a eu des discussions? Oui, il y en a eu. Des discussions avec les Turcs, des discussions avec les Iraniens sur les conséquences qu'un tel transfert pourrait avoir et sur les raisons pour lesquelles la partie russe, dans les circonstances actuelles, a permis, ou semble avoir permis, le transfert de ces systèmes d'armes à un ennemi dans la guerre contre l'Iran
plutôt que de les récupérer ou de les neutraliser pour le moment. Il existe plusieurs options pour neutraliser un tel système d'armes. La Grèce et Chypre ont, il y a longtemps, négocié avec les États-Unis la neutralisation de l'option d'achat de systèmes de défense aérienne russes. Mais elles se sont retrouvées dans une position où, pour satisfaire les États-Unis et Israël, ces systèmes ne devaient pas représenter une menace pour ces deux pays, alors qu'ils mènent la guerre contre les Arabes et contre l'Iran. Il y a donc plusieurs options de neutralisation possibles, qui ont été envisagées, qui le sont encore aujourd'hui. Pourtant, la presse arabe, tout comme la presse occidentale et américaine, continue d'affirmer, et ni les Émiratis ni les Qataris ne le démentent, que les systèmes d'armes S-400 vont remplacer les Patriots dans la défense aérienne des Émirats arabes unis. Ça, c'est une aide à l'ennemi. Peskov dit, on ne va pas parler des détails. Peskov, je dois le dire, et allez voir le dos with bears sur lui. Un membre de sa famille, sa fille, a travaillé a touché de l'argent et a tiré profit d'organisations gouvernementales et commerciales turques pendant de nombreuses années. Dmitri Peskov a été un porte-parole de premier plan, disons-le, un lobbyiste du président Erdogan au sein du Kremlin. En tant que porte-parole présidentiel, il a représenté un courant pro-turc autour du président pendant toute la période de la guerre civile en Syrie. Peskov a été, disons, l'un des pro-turcs à ce stade. On peut penser que le lobby turc au Kremlin, et je précise, je le dis avec toute la prudence nécessaire, que ce lobby turc dit au président Poutine « Laissez la Turquie gérer le transfert vers les Arabes face à l'Iran, parce que dans la guerre que nous menons en Europe, notre relation avec la Turquie compte plus que celle avec l'Iran. » C'est ce que je crois que le lobby pro-turc au Kremlin dit au président Poutine. En réalité, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si la Turquie devait aller, disons selon ce qu'on pourrait appeler les sanctions Graham Memorial, dans un sens plus hostile au commerce pétrolier et gazier de la Russie, ce serait alors un geste turc très sérieux contre Moscou. L'argument ce serait donc « laissons tomber les S-400 ». Essayons de convaincre les Iraniens qu'on leur apprendra à contourner les S-400 s'ils sont installés contre l'Iran aux Émirats arabes unis. Mais surtout, ne vexons pas la Turquie. Voilà l'idée. Ce serait aussi la logique pour ne pas affronter Erdogan au moment où l'armée turque encerclerait la base navale russe de Tartus et la base aérienne de Khmeimim. Pour éviter tout risque d'affrontement direct entre les forces turques et russes en Syrie, c'est l'argument du lobby turc à Moscou. Et cet argument, lui, n'est pas public. John, avant de conclure, l'un des membres du public ici a une question pour vous. Il demande « Quelle est la portée de l'interview de l'oligarque russe Andrei Melnychenko dans The Economist? Est-ce que certaines factions de l'élite russe envoient des signaux de paix à travers Melnychenko et Dmitriev? » Oui, merci d'avoir posé la question. Nous en avons parlé la semaine dernière et j'ai publié une analyse détaillée sur le site Dances with Bears. Mais je vais résumer, parce que je vois que certaines personnes qui se présentent comme des experts militaires de cette guerre aux États-Unis et publient des commentaires sur Substack, affirment que Melnychenko défend la Russie contre l'escalade impériale. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on a, c'est Andrei Melnychenko, né en Biélorussie, qui a fait fortune d'abord avec la MDM Bank à Moscou, puis dans les engrais, le charbon et la production d'électricité. Une fortune de plusieurs milliards de dollars. Il vit depuis de nombreuses années hors de Russie, en France, en Suisse, puis à Dubaï, et certainement depuis 2014.
Et là, il s'exprime sur une plateforme ouvertement anti-russe, détenue par des oligarques, The Economist, propriété de la famille Agnelli, d'un oligarque canadien nommé Stephen Smith, et de plusieurs familles britanniques fortunées. Ils sont ensemble. Ils le sont toujours. Ils l'ont toujours été. Et Melnychenko, en partie, fait passer un message à travers The Economist pour défendre une idée simple. Oligarques du monde entier, unissez-vous. Parce que sinon, nos dirigeants politiques, nos chefs militaires, en Europe comme aux États-Unis, risquent de détruire notre avenir. C'est un appel des oligarques à une forme d'alliance entre eux pour faire pression sur leurs dirigeants à Londres, en Europe, aux États-Unis et en Russie, afin d'obtenir ce que Melnychenko décrit comme la version des oligarques du pouvoir sur tous ces pays. Ce que les pseudo-experts politiques comme Simplicius n'ont pas compris, c'est que Melnychenko dit en réalité à Poutine, pour garder ta base, cette base sur laquelle ton pouvoir a toujours reposé, et repose encore aujourd'hui, la base des oligarques, écoute-moi. Je vous dis qu'il faut protéger notre souveraineté dans un État dirigé par nous, les oligarques. On parle d'un État russe gouverné par des hommes d'affaires intelligents, brillants, audacieux, flexibles, comme nous. Tous ces termes, vous les retrouverez dans l'essai de Melnychenko. En gros, il s'adresse à Poutine pour lui dire « Je peux rassembler les oligarques contre la guerre que l'Empire mène contre la Russie. Si la Russie ne se mobilise pas contre les oligarques, si elle renforce le contrôle de l'État, si elle augmente la mobilisation de l'État pour défendre le pays face à cette guerre venue de l'Ouest. » Ce que Melnychenko redoute le plus, c'est ce qu'il appelle son scénario numéro 4. C'est le moment où la Russie deviendrait un État planifié, militarisé, pour se défendre contre la guerre de l'Empire. Donc, Melnychenko présente à la fois un argument d'oligarque à l'Occident et un argument d'oligarque à Poutine, pour lui rappeler « Ne nationalise pas nos biens, ne contrôle pas nos profits. » Nous rendrons la loyauté, à condition que vous ne fassiez rien de tout ça. C'est le discours classique d'un oligarque. Ça vient de la base oligarchique du président Poutine. Et c'est un rappel porté cette fois par une voix relativement nouvelle. Parmi ces voix, on a déjà entendu Oleg Deripaska, Vladimir Potanin et d'autres au fil des années, qui ont soutenu une guerre qui pourtant leur a nui. Ce que fait Melnychenko aujourd'hui dans la politique russe, c'est se placer tout près de l'oreille de Poutine, un peu comme Roman Abramovich a essayé de le faire par le passé. Souvenez-vous d'Abramovich, cet homme qui a tenté de négocier un accord de paix en 2022 et qui continue encore à essayer de faciliter des discussions entre Zelensky et Poutine. Vous vous souvenez de lui, il y a quelques semaines? Il chuchotait à l'oreille de Zelensky, puis il rapportait ce chuchotement au président Poutine. Melnychenko dit « Non, non, je remplace Abramovich, je remplace les autres. » Voilà l'accord. C'est comme ça que j'invite notre auditeur à réfléchir. Et merci pour la question. Continuez à en poser, parce que là, on parle de politique russe profonde, mais aussi de politique russe traditionnelle. Et ça nous amène à un autre point qu'on essaie de souligner. Est-ce que Melnychenko veut que le camp russe désamorce la situation? Est-ce qu'il veut croire au miroir magique, au jeu de la riposte? Est-ce qu'il pense que le système des oligarques peut mener une telle guerre? Il ne répond pas à ces questions. Oui, merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir invité, Nima. À la semaine prochaine. À bientôt.